Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du mardi, le premier de l'année qui commence, l'année 2021, une année qui commence bien sûr avec une forte actualité, notamment au Sahel et les attaques terroristes, surtout au Niger, au lendemain de l'élection présidentielle. Nous allons en compagnie d'invités connus de cette émission et de vous, téléspectateurs, faire le tour notamment de l'actualité en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Mali, mais également en Afrique centrale, avec respectivement Moustapha Sibi, qui est membre de l'URD, le parti de feu Soumaïla Cissé au Mali. Moustapha Sibi, bonsoir. Bonsoir Aziz. Moustapha Sibi sera en compagnie d'une dame, Laurentine Aguier Kofi, qui est défenseuse des droits de l'homme et panafricaniste, observatrice avertie de la vie politique en Afrique et en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et bonne année 2021 à tous. Merci à vous également. Et nous avons Maître Jacques Brice Momnogui, qui est avocat au barreau de Bordeaux en France, défenseur des libertés fondamentales, panafricaniste et analyste politique. Bonsoir, Maître. Bonsoir et meilleurs vœux également à 2021. Nous serons rejoints bientôt certainement par Thiambel Gimbaïra, qui est journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, qui se trouve actuellement à Bamako. Sans plus attendre, nous allons ouvrir par la plus triste actualité au Mali. Il s'agit de la disparition de Soumaïla Cissé, président de l'URD. Soumaïla Cissé qui avait été en captivité pendant plusieurs mois retenu par des terroristes, des djihadistes, avant d'être libéré pour quelques mois plus tard décédé. C'est un destin triste. Moustapha Sibi, l'URD, va quand même avoir du mal dans l'immédiat à remplacer Soumaïla Cissé. Absolument. En fait, on ne peut pas remplacer Soumaïla Cissé. On ne peut pas, on ne chercherait même pas à remplacer Soumaïla Cissé. Ce que nous allons faire, c'est de continuer à perpétuer en sa mémoire ses idéaux, son idéal politique pour le Mali. Remplacer Soumaïla Cissé, c'est un grand amour. Et je pense que peu de gens oseront même s'aventurer sur ce terrain. Voilà, comme vous disiez tantôt, effectivement, 6 mois durant, il était en captivité. Je me demande si nous n'étions pas préparés à ce qui s'est passé après coup. Parce que durant les 6 mois, nous nous sommes effectivement posé la question que notre chef n'était pas immortel, c'était un humain, comme nous tous, alors que nous avions en lui quelqu'un qui nous amènera éventuellement au pouvoir. Voilà, les 6 mois durant, il y a des jours, certainement, quelle que soit la conviction que vous aviez, ou les informations que vous pouvez avoir le moment en question, vous dire qu'il est en vie, d'accord, mais il est mort aussi, c'est possible. Donc, le fait qu'il était en captivité 6 mois durant, quelque part dans le subconscient, certainement, cela nous a préparé un peu. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est très proche. Depuis une vingtaine d'années maintenant, nous parlons tous les jours presque. 3 jours durant, il ne répondait pas au message. J'ai dit écrire à sa femme, j'ai dit, madame, dites au président que 2 jours sans ces nouvelles, ça me rend heureux. Et j'ai même relaté un peu le fait que nous sortions de cette période de captivité, donc nous sommes encore traumatisés. Voilà, j'ai échangé comme ça, madame me disait, oui, ne vous inquiétez pas, il va vous revenir. Je passerai en tout cas le message. 3 jours seulement. Et un matin, le vendredi 25, à 7h du matin, on m'appelle que ton président est parti. Voilà, nous sommes encore sous le choc. Effectivement, les mots sont vraiment, je suis totalement dépourvu de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Même au moment où nous parlons. Je me rappelle, dans la foulée de sa libération, ici sur ce plateau, je disais que vous aviez en face de vous un homme heureux. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je ne suis pas un homme heureux. Je fais avec, je suis croyant, j'ai la foi. Sinon, c'est vraiment un choc. Cet homme-là, pour le Mali, l'état dans lequel est ce pays-là aujourd'hui,
Nous avions vraiment en lui quelqu'un qui avait une grande connaissance empirique en économie pour pouvoir sortir de ce pays un peu du gouffre dans lequel nous sommes actuellement. C'est vraiment une grande perte. Et pour l'Afrique, j'espère qu'on en parlera parce qu'il a œuvré pour l'IEMOA durant 8 années, 2 mandats successifs. Je connais les réalisations qui ont été les siennes. Alors, surtout aussi, beaucoup de domaines dont même à distance, n'étant pas lié à moi, c'est quelqu'un dont nous faisons parvenir nos contributions sur tous les secteurs. On ne peut pas dire, on ne pourra jamais expliquer ce que cet homme représentait ou qui aurait représenté pour l'Afrique, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment triste. Je ne peux pas dire plus. Sur le continent africain également, on imagine bien Laurentine Agyekofi que la mort de Soumaïla Cissé, qui également dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest était très appréciée et connue, n'a pas laissé indifférent. Je vais commencer par m'exprimer respectueusement devant le décès de ce grand homme avant de poursuivre mon propos. Effectivement, M. Soumaïla Cissé était respecté, je dirais, de tous. C'était un grand homme, qu'il ait été aimé ou pas aimé, en tout cas, il ne restait pas indifférent. Et il incarnait l'Afrique tout entière, parce que comme disait son, je vais dire, remplaçant entre griffes, parce qu'on ne remplace pratiquement jamais les personnes, on essaie d'impulser nous-mêmes notre marque. Je disais que c'était un grand homme et les actes qu'il a posés ne sont pas seulement pour le Mali. Ce sont des actes panafricains. Pour la panafricaine que je lui suis très reconnaissante. Et il avait été kidnappé. Il avait été détenu pendant plusieurs mois durant et certainement que ce monsieur a dû subir des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et la juriste, mais particulièrement défenseur des droits de l'homme que je suis, ne peut que le regretter. Voilà un peu d'entrée ce que je puis dire concernant M. Soumaïla Cissé. Il n'appartenait pas seulement au Mali. C'est justement la marque des grands hommes. On est quelque part dans une contrée, mais on n'appartient plus à sa cellule familiale. On n'appartient plus à son petit village. On n'appartient plus à son pays. On appartient à beaucoup plus à son continent et certainement au monde dans lequel on vit, dans lequel on impulse une marque. Et justement, vous le soulignez de fort belle manière, Soumaïla Cissé qui avait été retenu en captivité. On se souvient qu'il avait témoigné au lendemain de sa libération de ce qu'il n'avait pas subi de traitement dégradant. Juste pour rebondir à ce que vous disiez tantôt, Thiambel Gimbaïra est peut-être en ligne. Oui, tout à fait, Aziz. Merci de cette invitation. En effet, je ne partageais pas sa ligne politique par rapport au récent développement de l'actualité au Mali. Mais ceci dit, il reste un grand homme pour le Mali, chef de file de l'opposition, député à Niafunké, ancien ministre, homme du clan CMDT, ancien secrétaire général de la présidence. Il a marqué la vie politique malienne de son sceau indélébile avec ceux qu'il a connus, ses compagnons de lutte. On ne peut pas ignorer et écarter cela. Mais malheureusement, il lui restait d'être chef d'État et le destin en a décidé autrement. Ainsi va la vie, c'est dur à supporter. Et à moi de me joindre aux autres, de m'incliner pieusement devant sa mémoire et ainsi que les illustres disparus, dont les anciens présidents que nous avions connus au Mali et même des anciens premiers ministres. Juste là, c'était Modibo Keïta, ancien premier ministre qui partait pour l'éternité. Modibo Keïta qui est décédé récemment, il y a quelques jours.
Le 1er janvier, effectivement, le nouvel an a commencé avec cette triste nouvelle et à la suite, celle de Soumaïla Cissé qui est intervenue quelques jours, le jour même de son enterrement. C'est-à-dire que sa dépouille a été rapatriée de Paris et il a été enterré ici après une cérémonie funèbre digne d'une cérémonie nationale pour rendre hommage à cet illustre disparu du continent de l'Afrique, je dirais même du Mali et de l'Afrique, parce que par son engagement et sa volonté, il a servi à l'UEMOA, il a servi aussi ailleurs en tant que ministre. Il a marqué l'Afrique d'un sceau indélébile par son engagement et sa volonté politique. Ce qu'il faut reconnaître de l'homme, c'est qu'il était d'un tempérament olympien, réfléchi, un intellectuel affirmé, un homme pondéré et modéré, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, malgré les divergences politiques qui restent politiques, hein, mais fondamentalement, l'homme a marqué son temps. Et ça, il faut le reconnaître. Fondamentalement, il a marqué son temps. Maître Jacques Bruce Moumnogui, Soumaïla Cissé est un intellectuel qui était très connu des milieux panafricains pour son engagement. Oui, effectivement, comme tous l'ont déjà dit, qu'on vient de saluer la mémoire de ce grand homme. Mais quand on parle du Mali, quand on est panafricaniste, on ne peut ne pas évoquer quand même la première déclaration des droits de l'homme, la charte du Mandé, suivie de celle du Kourouga-Fouga. Et je pense que la meilleure façon, peut-être pour moi aujourd'hui, de m'incliner devant sa mémoire, c'est de, si vous me permettez, de citer quelques mots de cette charte, notamment son article 7 de la charte du Mandé, le 1223. Les gens d'autrefois nous disent « L'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau et de poils qui la recouvrent, se nourrit d'aliments et de boissons, mais son âme, son esprit vit de trois choses, voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une de ces choses venait à manquer à l'âme, elle en souffrirait, elle se tuerait sûrement. » Voilà, pour moi, je tenais à rappeler cela parce que, en tant que panafricanistes, nous sommes très attachés, quand on parle du Mali, au respect pour ce grand peuple qui a beaucoup apporté à l'Afrique. Et au-delà du décès de M. Soumaïla Cissé, nous sommes tous très peinés de voir la situation actuelle du Mali d'un point de vue global, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue des grands enjeux et les défis du Sahel qui se posent aujourd'hui. Et je pense que ce décès, malheureusement, il ne pourrait pas tomber plus mal, puisque nous sommes à une période de reconstruction d'un nouveau Mali, avec de grands défis qui se posent, et je pense qu'on aurait aimé que tous les acteurs soient présents. Cela étant dit, lorsqu'on a vécu pleinement sa vie, je pense qu'on ne peut que, et nous l'espérons, quand on a fait ce qu'on avait envie de faire, comme nous rappelle la charte, dire ce qu'on a envie de dire et voir ce qu'on avait envie de voir, on ne peut qu'accepter le départ, même si, malheureusement, ce reste toujours très triste pour ceux qui sont vivants. Je pense que de là où il continuera de veiller sur le Mali et d'apporter également sa contribution comme il pourra le faire de là où il sera. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, mis à part la disparition de Soumaïla Cissé, qui est regrettable, il y a eu également avant Amadou Toumani Touré, l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings et d'autres personnalités. On note justement que toutes ces personnalités ont apporté leur grain de sel, leur pierre à la construction de la démocratie, à la construction de nations fortes un peu partout sur le continent. L'autre actualité en Afrique de l'Ouest a été, entre autres, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui était très attendue. Et une élection aujourd'hui qui a débouché sur une crise on l'espère, qui est en train de se résoudre avec le dialogue lancé puis suspendu entre les acteurs politiques. Laurentine Aguier-Kofi, l'élection présidentielle est-elle derrière nous, derrière vous, en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une question très importante, très grave. Je prends un air grave parce que on a décompté des morts
en Côte d'Ivoire. Et cela est fort regrettable. Comme j'ai coutume de le dire, une mort, un seul mort, est un mort de trop. Une élection ne devrait pas entraîner mort d'homme. Et en Côte d'Ivoire, nous devenons coutumiers des faits. En Afrique, je vais le dire, nous devons coutumier des faits, nous devenons coutumiers des faits. Diantre, pourquoi? Pourquoi? Avant, pendant et après l'élection en Côte d'Ivoire, il y a eu un décompte macabre de morts, du nombre de morts. Donc, selon les positions occupées, par de centaines de morts, d'un peu plus, d'un peu moins. Mais c'est tellement regrettable. Et c'est vrai que tous les morts sont choquants. Mais je n'ai pas dormi durant plusieurs jours lorsque j'ai regardé une scène, mais d'un autre siècle. On se croirait au XVIIe, au XVe siècle, où on parlait de guillotine et je ne sais quoi d'autre. Où un jeune homme a été décapité. D'aucuns nous disent c'est adopé, d'autres nous parlent d'Aukro, mais peu importe l'endroit de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique où ce monsieur a été décapité. Vous imaginez, décapité, j'insiste, c'est macabre. Parce que quoi? Il manifestait. Jusque-là, aucune enquête pour situer les responsabilités. Alors que, en matière de droit, et particulièrement de droits de l'homme, l'impunité est source de violation des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, en Afrique, on a coutume d'entendre, oui, des enquêtes auront lieu, et ça a été le cas, il y aura des enquêtes, mais jusque-là, non. On n'a encore rien entendu, rien vu de qui a pu décapiter cet homme. Donc il y a eu plusieurs cas de violation de droits de l'homme qui... Oui, de part et d'autre. De part et d'autre. Qui sont à dénoncer. Qui sont bien sûr à dénoncer pour les citoyens, pour les militants que nous sommes. Des cas de violation des droits de l'homme qui sont à dénoncer et là, Maître Jacques Brice Mnogui va nous donner des éclairages. Est-il possible, Maître, de passer par pertes et profits tout ce qui a été enregistré comme violence pour aller à la réconciliation? Est-il possible de réconcilier les gens sans que la justice ne fasse son travail? Je pense que la question de la réconciliation est une question d'homme, de volonté d'homme. La question de la violation des droits de l'homme est une question de justice. Réconcilier signifie donc réconcilier les hommes avec la justice. Mais encore faudrait-il que les hommes croient en cette justice et que la justice soit une justice de réconciliation. Donc, il ne faut pas simplement parler à chaque fois des hommes, il faut aussi parler de la méthode, des moyens de justice qu'on met devant. Il est toujours possible de réconcilier. En tant qu'Africains, je pense que nous sommes quand même imprégnés de notre culture traditionnelle, de l'arbre à palabre, et du fait que nous savons qu'après les querelles, il faut toujours se réconcilier. Et la véritable question maintenant, elle est vraiment celle de la justice. Pour qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut qu'il y ait des procès équitables, il faut qu'il y ait des juges indépendants, impartiaux, et il faut que les décisions ne soient pas simplement des décisions de vengeance, mais que ce soit des décisions qui soient acceptées par les personnes que l'on juge et par les personnes qui accusent également. Le problème que l'on a souvent dans ce genre de procès qu'on fait après des violences électorales, c'est qu'il y a d'un certain sentiment, souvent des personnes qui sont jugées, le fait qu'elles ne sont peut-être pas jugées par des juges qui sont véritablement indépendants. Et parfois, il y a également une volonté aussi de la justice, parfois de sanctionner également un peu trop les auteurs des forfaitures. Je pense que l'équilibre, finalement, se trouve où? Il se trouve dans la recherche d'une solution de long terme. Il ne faut pas que ceux qui ont
ceux qui sont les vainqueurs, donnent l'impression d'écraser ceux qui sont vaincus, mais il ne faut pas que ceux qui soient vaincus aient aussi l'impression d'être laissés complètement pour compte. Quand je dis ça théoriquement, dans la situation particulière de la Côte d'Ivoire, je crois que de ce que l'on voit de l'extérieur, le dialogue semble avoir repris et je pense que les gestes d'apaisement qu'on a également pu voir, tels que par exemple la remise du passeport du président Laurent Gbagbo, semble annoncer un retour d'un certain dialogue. Maintenant, la justice, on a également vu la libération récente de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, qui a été interpellé dans des conditions qui sont quand même discutables, mais on a quand même vu qu'il a été remis en liberté et je crois qu'aujourd'hui, la volonté du dialogue, elle n'est pas ou elle n'est plus, selon comment on se positionne d'un seul côté, elle semble être des deux côtés. Donc laissons maintenant le temps au temps et prenons aussi le recul nécessaire pour que des deux côtés, l'on accepte de part et d'autre les erreurs qu'on a pu commettre pour que s'instaure un véritable dialogue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour l'Afrique. C'est un pays qui a longtemps inspiré les Africains, que ce soit d'un point de vue culturel, c'était la capitale de la culture. Et je crois qu'aucun Africain digne de ce nom ne peut être heureux de voir la situation actuelle avec les tensions politiques qui sont là depuis très longtemps et dont on peut déplorer qu'elles n'aient pas été véritablement traitées. Je pense qu'il va falloir, si on veut aller vers une véritable conciliation, crever l'abcès, accepter de traiter le problème, mais également avoir des solutions qui ne soient pas des solutions d'un camp victorieux contre un autre camp défait. Voilà ce que je peux dire. Pas de justice des vainqueurs. Alors au Mali aussi, il est question de réconciliation nationale. Moustapha Sibi, réconciliation nationale avec ce problème récurrent, avec à chaque fois, par exemple, des terroristes ou des hommes armés présentés comme tels, qui sont graciés ou bien libérés. Oui, effectivement. Mais je voudrais dire un mot sur la Côte d'Ivoire. C'est un pays important. C'est 43% de produit intérieur brut de l'IMOA. Et aussi, j'ai une bonne partie de ma famille qui réside encore, qui sont même des vrais Ivoiriens aujourd'hui, depuis des générations. Et d'ailleurs, moi, dans les années 90, de la Côte d'Ivoire, je suis parti en France. Mon livre, publié en 2017, d'ailleurs, j'ai traité une partie de ce qui s'est passé, prévalait dans ce pays-là, qui continue. Apparemment, ce n'est pas fini. Et donc, il faut que j'exprime mon indignation par rapport à l'actuel président de la République. Il nous a déçus, il nous a vraiment déçus. Dans les années 2000, lorsqu'il était tremballé par le pouvoir du moment, nous étions tous dans l'IEMOA, en tout cas la plupart des communautés de notre région étaient un peu peinés de voir qu'on trouvait les arguties pour l'empêcher d'être président ou candidat en Côte d'Ivoire. On a fait ce combat-là de manière intellectuelle, quelqu'un a dit écrire ici et là, y compris moi-même. Mais par contre, dans les années après coup, en 2010, lorsqu'il combattait Ouattara, Gbagbo, je l'ai écrit dans mon livre, les textes datent de 2011. Je disais que Ouattara est pire que ce qu'il s'est en train de combattre aujourd'hui. J'ai prédit un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, dire aujourd'hui qu'il arrive à faire un troisième mandat parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui je suis moi. À supposer que j'ai passé 20 ans auprès de Soumaïla Cissé. Après 2 mandats, le candidat qu'il aurait choisi, malheureusement, aurait décédé. Et moi, dans l'ombre, il me dit non, je serai candidat parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est insultant pour la génération dont je fais partie. C'est triste pour nous tous, pas la Côte d'Ivoire seulement. En tant que Malien, en tant que Sénégalais, il faut que tu dises cela vis-à-vis des... Bon, maintenant, revenons au Mali. Au Mali, sur ce plateau, avec mon frère Dibayara, je disais que les terroristes livrés contre le Soumaïla Cissé et Sophie Patronin, je disais aussi que tout n'est pas à regarder de manière négative là-dedans. En ce sens que je prédisais cela que les terroristes livrés parmi ces éléments dangereux ou moins dangereux, dont certains, il est reconnu qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est avec leur apport en termes d'information que nous arriverons à capturer ou tuer la plupart des gros calibres de ce qui constitue au Sahel aujourd'hui ces terroristes qui nous empêchent de dormir. Je pense en ce sens encore, on peut continuer. La réconciliation est nécessaire au Mali. Lorsque vous êtes malien, vous êtes égaré, vous combattez votre propre pays. Si la possibilité se représente en vous écoutant ou en vous parlant, je suis partant.
Moi, je suis partant par rapport à cela. Et d'autant plus qu'on n'a pas les moyens. Nous n'aurons jamais les moyens de combattre au nord, qui fait 3 fois la France. Le Mali n'a pas ces moyens-là, n'aura pas ces moyens-là, les 150 années à venir. Vous êtes pour le compromis. Il faut faire des compromis, mais en privilégiant la justice. Moustapha Sibi, nous allons rapidement aller au Togo. Le Togo doit être en ligne. Marc Caboflan, qui est un confrère, il est journaliste. Marc Caboflan, bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez pris le train en marche. Marc Caboflan, l'opposition au Togo a contesté les résultats de la présidentielle de février et depuis les choses semblent s'être complètement tassées. On a en mémoire encore les images de ce religieux qui avait décidé à lui seul de porter la révolte avant bien sûr que le gouvernement ne bande le muscle. Qu'en est-il aujourd'hui du climat politique à Lomé? Le climat politique est plutôt calme. Nous avons, c'est vrai, une opposition qui a beaucoup de difficultés à se relever de l'échec des dernières élections. Mais au-delà de ça, il y a également le fait que récemment, l'une des principales leaders de l'opposition, qui a justement fait partie donc, de la coalition soutenue par le prélat, Monseigneur Podjolo, que vous venez d'évoquer tout à l'heure, qui a été arrêté pour des faits politiques qui lui étaient reprochés. Vous parlez de Brigitte Adjamagbo Johnson, hein? Exactement, de Brigitte Kafoui Adjamagbo Johnson, qui est la présidente de la CEDPA. Il lui était reproché justement de vouloir déstabiliser le pays. Heureusement, elle a été relâchée il y a quelques jours, même si elle reste sous contrôle judiciaire. Et donc, le climat aujourd'hui, c'est des inimitiés au sein de l'opposition. Vous savez qu'en faisant irruption dans la scène politique, il y a Monseigneur Podjolo, il a frustré un certain nombre d'opposants traditionnels qui se sont vus relégués au second rang. Et donc, les inimitiés continuent entre donc, cette opposition traditionnelle plus connue, donc portée par l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, qui est aujourd'hui à couteau tiré avec la dynamique Monseigneur Podjolo, qui a été porté, ou en tout cas, qui a soutenu le candidat Agboyo Mekodjo. Aujourd'hui, le candidat Agboyo Mekodjo est en exil, d'où il continue, malgré le temps qui passe, d'où il continue par réclamer sa victoire aux dernières élections présidentielles. Alors on est dans un schéma classique, Tiambel Gimbaïra. On va revenir à vous, Marc Caboflan, pour évoquer la situation au Ghana, où là aussi l'opposition conteste les résultats. C'est un schéma classique, Tiambel Gimbaïra, d'avoir une opposition qui est parfois victime de guerres intestines. Est-ce que finalement, de façon globale, on n'a pas affaire à des problèmes d'ego? Oui, ces problèmes d'ego s'imposent dans la classe politique en Afrique généralement, mais nous sommes partis d'un point de départ avec les années des conférences nationales après la chute du mur de Berlin et l'imposition de la perestroïka et de la glasnost. Ailleurs, ce vent d'est qui soufflait sur l'Afrique a été remplacé par pas mal de vents. On a connu le printemps arabe, d'autres avant, après ces années de confrontation. On a connu surtout une gangrène. Aujourd'hui, c'est l'islamisme radical. Nous sommes face à un hydre à plusieurs têtes où l'ennemi a changé de visage et nous restons dans des conventions classiques où les États, dans nos États, les oppositions qui prétendent venir aux affaires n'accompagnent pas les régimes en place, ne travaillent pas à l'alternance en étant associés au pouvoir, n'ont pas de projet mûri pour reprendre le relais. Ça se fait dans une sorte d'antagonisme difficile, que ce soit le cas de la Côte d'Ivoire, le cas
du Togo ou ailleurs, ça s'est fait dans un antagonisme qui ne laisse pas présager. Le cas du Mali est assez flagrant où tous les 10 ans, on revient pour repartir avec une transition. Ça veut dire que le soubassement de la démocratisation n'est pas trouvé. On n'arrive pas à enrhimer les populations civiles dans cette démocratisation. Donc, la transmission ne se fait pas dans la langue nationale. La culture politique, la formation de l'homme politique, du citoyen modèle n'est pas là. Et ça peut manquer au Mali, tout comme en Côte d'Ivoire, au Togo ou ailleurs. Donc, nous devons revoir nos systèmes, les fondements de notre démocratisation en nos sociétés, les masses populaires, en les formant, en les éduquant, et donc éviter les égos des intellectuels. Ça se résout d'ailleurs en milieu intellectuel où, selon les lignes, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'ailleurs les lignes libérales en Afrique et socialistes en Afrique Thiambel Guimbayara, est-ce que cela justifie les velléités ou bien la tendance des pouvoirs en Afrique à tout faire pour garder la main, à tout faire pour rester aux affaires? Je crois qu'on ne peut pas le justifier, on ne devrait pas le justifier. Mais la base est ce manque de formation du citoyen modèle qui ne connaît pas son droit et son devoir pour aller en débat contradictoire défendre ses intérêts. C'est un postulat. Ensuite, cet accaparement de l'État-nation par le régime qui vient, qui s'accapare, qui utilise l'État pour combattre son opposition. Et cette opposition aussi, le manque l'ego démesuré de l'opposition de vouloir regarder droit et détruire le régime qui est en place. Donc nous sommes dans une sorte de vase communicant, une sorte de dilemme où on n'a pas trouvé le juste milieu, où on peut s'opposer par les idées, diriger par les idées et se retrouver autour de la nation quand l'intégrité territoriale est menacée, quand l'armée est engagée, quand il s'agit des questions régaliennes, tout à fait, tout simplement, comme partout ailleurs. La démocratie, c'est un long apprentissage. Nous devons inventer notre démocratisation, notre marche vers la démocratie, parce que les défis dont les anciennes puissances, les puissances occidentales étaient confrontées ne sont pas les mêmes défis aujourd'hui que nous connaissons aujourd'hui, et nous devons emprunter ce chemin-là en tirant les leçons pour des lendemains meilleurs de ces populations qui attendent que ça. Il faut tirer les leçons de ces différentes situations. Mais Marc Aboflan, il y a eu une élection, nous le disions, qui a intéressé de nombreux Africains à travers le continent et de la diaspora, des différentes diasporas. C'est l'élection présidentielle au Ghana, une élection dont le résultat est contesté par l'ancien président John Dramani Mahama jusqu'à présent, qui n'a pas reconnu sa défaite. Est-ce que le déroulé de l'élection présidentielle au Ghana est perçu, à partir du Togo par exemple, comme un recul de la démocratie dans le pays, entre autres? Je ne pense pas que ce soit une perception seulement vue du Togo. Je pense que vu de toute l'Afrique, où le Ghana est resté l'un des tout premiers bastions de la démocratie, cette élection, en tout cas, le visage que présente la démocratie ghanéenne aujourd'hui au sortir de cette élection est déplorable vu de toutes les parties du continent. Maintenant, on comprend quand même que le virus de la contestation qu'il y a dans un certain nombre de pays francophones, le virus du maintien au pouvoir également a gagné le Ghana, même si là, le président ne pourra pas faire plus de 2 mandats. Mais quand même, on a vu les conditions difficiles dans lesquelles ces élections se sont organisées. Pour moi, qui ai couvert personnellement cette élection ghanéenne, il y a eu beaucoup de règles du jeu que le président, grâce à sa majorité au Parlement, a fait modifier. Et au Ghana, comme dans beaucoup d'autres pays, il y a la question. Alors, on vous entend moins bien. Qui est très, très présent d'une certaine manière. Vous avez dans une certaine partie, je le disais tout à l'heure, les Ashanti, et donc qui sont plus majoritaires au sein du NPP de Nana Addo Akufo, et puis vous avez les EV, donc majoritaires au sein du NDC, porté par John Mahama Akufo. Donc c'était aussi...
Ces clivages ethniques, on les retrouve dans la plupart des pays africains. Hein. Oui, bien évidemment, mais ces clivages ethniques n'étaient pas, même s'ils étaient omniprésents sur la scène politique ghanéenne, n'étaient pas vraiment affichés jusqu'aux dernières élections. Et comme vous le disiez, c'était une élection quand même serrée, où on a deux anciens présidents et donc qui défendent leur bilan, mais également une classe politique divisée, ce qui fait que cette contestation-là aujourd'hui a lieu, mais je pense que les institutions vont fonctionner. La démocratie ghanéenne, quoi qu'on ait été un peu déçu avec les dernières évolutions de cette élection, va maintenir un certain rythme. Il y aura celui qui a véritablement obtenu l'assentiment des urnes qui va peut-être prêter serment en ce début d'année. Alors, Laurentine Agué-Kofi, vu d'Abidjan, vous avez eu le même sentiment, ou bien vous avez éprouvé une certaine peur à voir la démocratie ghanéenne prendre un coup. Mais lorsqu'on regarde également ce qui se passe aux États-Unis, il n'y a pas de quoi se désoler davantage de ce qui se passe au Ghana. Vous avez semblé lire dans ma mémoire, parce que j'ai eu très peur pour le Ghana. Je me suis dit, John Rawlings est vraiment mort. Vous savez, la contestation d'une élection en elle-même ne doit pas être perçue comme un recul, en tout cas pour moi. Ce sont nos institutions africaines, je pense, qui posent problème. Lorsque des personnes, des politiques, ne font pas confiance en leurs institutions, n'ont pas confiance en leurs institutions, c'est ce qui pose problème. Je parlais, tout à l'heure, vous avez parlé des États-Unis. Eh bien, le président Trump, je ne vous apprends rien, conteste la victoire de Biden. Mais est-ce pour autant que des armes ont été prises? La vie continue son cours normal parce qu'on ne vient pas triturer la Constitution chaque 5 ans pour se maintenir au pouvoir. C'est connu aux États-Unis, les textes sont clairs, qu'on ne fait que 2 mandats. À l'issue de 2 mandats, du premier mandat, si j'ai gagné, je brigue un 2e mandat et puis après je passe le flambeau. C'est l'alternance politique. Mais sous nos cieux, on veut s'arc-bouter au motif, monsieur Sibyl le disait, que oui, je suis la personne qu'il faut. C'est gênant, on ne va pas toujours dire la même chose. Et tout cela interpelle la société civile, qui, de mon point de vue, veut de plus en plus prendre ses responsabilités. Je ne pensais pas, moi, qui suis devant vous, qu'un jour, j'aurais eu envie de briguer un quelconque mandat. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je suis candidate pour les élections législatives dans ma région. Pourquoi? Parce que j'estime que les politiques ont failli. Et je me présente, je ne me présenterai sous aucune bannière, je vais me présenter en indépendante. Parce que la population n'a plus confiance, je le répète, aux partis politiques. Il y a une crise. Nos politiques ont peut-être une crise de confiance. Une crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre les citoyens et les politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au niveau de l'État, de nos gouvernants, il y a un problème. Au niveau, vous avez vu comment ça s'est passé pour le CNT. Des gens sont partis marcher. Quand on arrive là, tout ça pour cela. 3 millions. Alors là, on avait en fond sonore, je crois, un élément marquant, voilà. Je reconnais notre président de la CEI, M. Kuibia Koulibaly. Voilà, qui à ce moment-là donnait les résultats de la présidentielle, résultats, on l'a souligné tantôt, qui avaient là aussi été fortement contestés. Mais que doit-on retenir de cette année 2020, au-delà de l'Afrique de l'Ouest? Il y a eu en Afrique centrale également la crise anglophone, la crise dite anglophone au Cameroun qui s'est accentuée. En République centrafricaine,
africaine, une élection présidentielle qui s'est déroulée également dans un contexte tendu avec ces problèmes sécuritaires et peut-être cette révision constitutionnelle au Gabon récemment. Maître Jacques Brice Mnogui, que retenir en passant en passant ce regard rétrospectif sur ce qu'il s'est passé dans ces différentes régions? Quel regard portez-vous? Je pense que mon frère malien a dit l'essentiel de ce débat. Nous avons un vrai problème de paramétrage de la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est comme de l'eau. L'eau n'a pas de forme. Vous mettez dans une bouteille, elle prend la forme de cette bouteille. Vous mettez dans une marmite, elle prend la forme de la marmite. Le problème chez nous, c'est qu'on a pris une marmite et on est venu la mettre dans une bouteille. Nous avons une démocratie qui est calquée sur un modèle occidental et je suis désolé de le dire, ça ne marchera jamais. Ça peut être triste, ça ne marchera jamais parce que notre démocratie ne tient pas compte de l'analphabétisme des populations, elle ne tient pas compte de la précarité des personnes, elle ne tient pas compte des autorités traditionnelles, elle ne tient pas compte de nos propres cultures et c'est une démocratie complètement fabriquée et qui n'a aucun sens. Vous prenez par exemple au pays, vous avez des sénats, des assemblées nationales, est-ce qu'on a besoin d'autant d'élus? Vous prenez nos pays, vous allez voir que les gens vont voter simplement parce qu'on leur donne un bien de 1000 francs CFA, il n'y a aucune idéologie politique qui soit comprise par qui que ce soit, mais nous sommes dans une démocratie que nous résumons à l'alternance. Pour moi, la démocratie n'est pas l'alternance. Nous sommes en train de faire, et c'est toujours ce qu'on nous a dit, que la démocratie, le point principal, c'était l'alternance au pouvoir. Moi, je ne le pense pas. Je pense que la démocratie véritable, c'est la capacité d'expression démocratique des droits des personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous arrivons déjà à asseoir l'ensemble des droits sociaux des personnes, la capacité pour les personnes de pouvoir s'auto-développer, de pouvoir créer leur foyer, de pouvoir avancer dans leur vie, nous aurons véritablement une véritable démocratie politique qui viendra ensuite, parce que l'alternance au sommet de l'État qui est présentée comme étant la démocratie, finalement, ce n'est qu'un jeu de chaises roulantes, comme quand on était des gamins, on faisait danser autour d'une chaise, chacun s'asseyait à son tour, et ça ne change rien au contenu. Pour que la démocratie soit véritable en Afrique, nous devons africaniser la démocratie. Nous, on le voit très bien. Ce qui est paradoxal d'ailleurs avec l'Afrique, mais africaniser, c'est que lorsque nous avions des partis unis d'un point de vue économique, on a l'impression qu'on a régressé. Beaucoup de pays au parti unique avaient plus d'évolution économique que depuis qu'elles ont des systèmes démocratiques. Donc il faut se poser la question aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on revienne à un régime de parti unique, mais je dis par exemple qu'en Afrique, si vous prenez un pays comme le Cameroun, avec 237 ethnies, vous faites 240 partis, comment vous voulez qu'on puisse avancer? Il faut que nous questionnons nos sociétés anciennes pour que nous résolvions des idéologies politique africaine. Est-ce que nous sommes socialistes? Est-ce que nous sommes libéraux? Est-ce que nous sommes communistes? Mais africanisé, oui. Avant de commencer à faire les élections, je pense que, excusez-moi Aziz, la question est très importante parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas balayer rapidement. Allez-y. Avant de se poser la question des conséquences, on dit en Afrique, avant de regarder où on est tombé, regardons où on a glissé. Tant que nous n'allons pas regarder où nous avons glissé, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, au risque de me répéter, nous aurons les mêmes choses. Élections organisées dans des contextes douteux, avec des urnes, bourrage des urnes, contestation électorale violente, mort de personnes, risque de guerre, et nous aurons toujours le même cinéma. Et tant que nous n'aurons pas posé la question de fond, à savoir, avons-nous dans nos pays l'expression des droits démocratiques suffisamment assis avant de nous poser la question qui est complètement superflue de faire le jeu des chaises musicales, nous n'avancerons pas. Et c'est le cas aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est le cas pour les autres pays d'Afrique, c'est le cas pour la Centrafrique, pour les pays de l'Afrique centrale. C'est le même aujourd'hui pour le Cameroun, avec la crise anglophone que vous avez parlé. Pourquoi on a une crise anglophone aujourd'hui au Cameroun? Si je peux encore prendre un peu de temps, quelques minutes. Simplement sur la crise anglophone, c'est que nous avons encore un problème d'identité. Comment voulez-vous que des Africains qui soient nés dans un espace se considèrent comme anglophones ou comme francophones? Est-ce que nous étions anglophones ou francophones avant de rencontrer le colon? Nous avons toutes ces questions que nous devons aujourd'hui revoir et aujourd'hui nous nous retrouvons avec des revendications d'identité anglophone dans un pays où les gens parlent les mêmes langues que ceux qui sont soi-disant francophones. Je pense que ces questions sont importantes à l'heure de faire le bilan en 2020. C'est pour ça que j'ouvre un peu cette porte de ce qui s'est passé en Afrique. Il faut que nous commencions à nous projeter dans une démocratie africaine et il n'y aura pas de démocratie africaine si c'est la démocratie en Afrique
Il faut une démocratie africaine. Voilà ce que je pourrais dire sur une démocratie africaine, Moustapha Sibi, africaniser la démocratie, est-ce que ce n'est pas une belle échappatoire pour justement tout faire en ce qui concerne bien sûr les tenants du pouvoir pour rester aux affaires? Maître a bien parlé, a bien résumé la situation globale, mais je reste convaincu que la démocratie, même celle qui est pratiquée aujourd'hui, reste encore la meilleure solution. Je ne regrette pas les temps de la dictature. En aucun moment, il y a eu des réalisations. On ne peut pas comparer, y compris la Côte d'Ivoire à côté, des années 90 et aujourd'hui. C'est la démocratie qui fait ça, d'une manière contestable, d'accord, certes. Et le Mali, c'est la même chose. Donc la démocratie, c'est à parfaire, c'est à parfaire. Voilà, dire que malgré l'alternance, malgré la pratique démocratique depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années dans certains pays, comme le Sénégal, est comparable à l'état de la dictature. Non. Les preuves sont faites par rapport à ce plan-là. Mais là, la démocratie à l'africaine, je crois que la difficulté chez nous, c'est d'abord les partis politiques. Il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques. Yimbaira parlait d'éducation. Si on arrive à avoir les partis politiques dirigés de manière collégiale, de manière démocratique, ces mêmes partis arrivent aux affaires éventuellement, et le président ne prend pas les partis en otage, ne se mettra pas au-dessus, incontrôlable, incontrôlé. Et là, éventuellement, le développement sera vraiment pérenne. Ça, c'est la difficulté. Donc, le champ est assez large par rapport à cet aspect des choses à revoir. Mais on peut parfaire, c'est à parfaire la démocratie. Je ne suis pas mécontent de ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, les élections, le système électoral, c'est là-bas. Qui organise? Je peux paraphraser un ancien président gabonais qui disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Là, vous parlez d'Omar Bongo, l'ancien président, le président Omar Bongo. Les problèmes là-bas. Et prenons le cas du Mali aujourd'hui. Le Mali, si on arrive à mettre un système électoral totalement indépendant, et les élections à venir, le parti de Soumaïla Cissé, vous verrez, ça peut vous surprendre. Nous ne serons pas loin de la situation. Si on n'est pas premier, on sera deuxième. Mais pour l'instant, nous focalisons les élections, mais un système électoral inadapté. Et c'est là le problème. Je pense un système électoral inadapté. Donc on peut considérer que pour l'année 2020, avant d'en venir à Marc Aboflan, Tiambel Guimbaïra, il va falloir on peut se retenir que sur le continent africain, les différents scrutins qui ont été organisés ont marqué une sorte de recul démocratique, de recul démocratique et des avancées démocratiques. Recul 6, on se met dans le postulat de la vision occidentale de la démocratie. Si on se met à une comparaison qui n'est pas une raison en politique, si on juxtapose les États-nations en fonction de leurs histoires, en fonction de leur vécu, en fonction de leur réalité, c'est difficile de mesurer cela, de le palper et de le tâter. Parce que la France de 1789 n'est pas celle de 80, c'est pas aussi le Mali de 91, n'est pas le Mali de 2020, etc., etc. La Côte d'Ivoire, le Togo, chaque pays a ses réalités, a sa situation, a connu une situation et a évolué progressivement vers une situation difficile avec des crises en répétition. Mais en réalité, le fond est que l'intelligentsia africaine devrait se remettre en cause, mesurer le chemin parcouru et essayer d'associer la masse laborieuse à cette politique, à la démocratie. Parce que c'est une formation, je le disais tantôt. Maître l'a rappelé, je suis parfaitement d'accord avec lui, qu'il ne sert à rien de se glorifier, d'inventer, de vanter la réussite du Rwanda, d'inventer l'exemplarité du Sénégal ou du Ghana. Si en Afrique centrale, ça ne va pas, si au Mali, ça ne va pas, des crises comme ça cycliques reviennent, eux, on n'en sort pas. L'Afrique, on sortira ensemble en imposant un modèle qui nous est propre, où on ne sortira pas, on sera dicté de l'extérieur ou d'ailleurs je ne sais qui avec des intérêts contradictoires pour revendiquer la victoire d'un clan sur un autre, d'un groupe sur un autre. On va jusqu'à l'ethnicisation de la démocratie en Afrique, ce qui est la pire des choses qui puissent nous arriver après le terrorisme.
Il faut donc s'élever, ça c'est pour les dirigeants, au-dessus de la mêlée pour faire en sorte que tous les citoyens se retrouvent dans un même projet de développement. Laurentine Agué-Kofi, c'est un défi qu'il va falloir relever dans la quasi-totalité des États en Afrique, parce qu'on l'a vu encore avec l'élection en République centrafricaine notamment, c'est un défi qui justement demande de gros efforts pour être relevé. La République centrafricaine qui sort de 7 à 8 années d'instabilité et qui replonge, semble-t-il, dans cette instabilité à l'occasion de cette élection présidentielle achevée. Absolument. La panafricaniste que je suis fait le constat de ce que ces dernières années, pratiquement toutes les élections qui ont eu lieu dans notre Afrique ont été émaillées d'incidents, et non des moindres. Et je dis, je persiste, jusqu'à mort d'homme. Parce que la vie humaine, est-ce que nous avons de plus important? Lorsque vous perdez la vie, vous n'avez rien d'autre. Vous soyez milliardaire ou quoi. Lorsque vous perdez la vie, vous ne possédez plus rien. Et donc, pour ma part en tout cas, j'estime que les politiques ont failli. J'estime qu'il faut, comme dit Maître Monogui, il faille réformer nos systèmes de gouvernance. C'est-à-dire que nous avons hérité, nous, Africains, de principes de la démocratie, avec tous les principes sacro-saints qui s'en suivent. Mais après expérimentation, après application, après mise en œuvre de tous ces grands principes qui sous-tendent la démocratie, on peut tirer une sonnette d'alarme pour nous dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en Afrique, on connaissait déjà la démocratie, on connaissait la charte du Mondé, on connaissait plusieurs choses. Une fois qu'on a expérimenté quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais en personne douée d'intelligence que nous sommes, et je crois en nous, en notre intelligence, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais asseyons-nous et trouvons de nouvelles solutions qui sont beaucoup plus compatibles à nous, les Africains. Est-ce le concept de la démocratie à l'africaine? Je ne saurais le dire. Mais je sais qu'en Afrique, on peut se retrouver sous l'arbre à Palab. Il y a ce qu'on appelle aussi les alliances apparentées en Côte d'Ivoire. Si on les avait appliquées, ces alliances en Côte d'Ivoire, il n'aurait pas eu la guerre. Ça, je vous l'assure. Nous sommes combien d'ethnies? Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas laquelle se serait dressée contre l'autre pour qu'on en arrive à faire la guerre. Quelqu'un a parlé de l'exemple du Rwanda. Et je lisais il y a quelque temps le président français qui parlait du Rwanda comme un pays qui n'est pas démocratique et tout ça. Vous savez, je préfère, moi, qui me crois, qui me pense intellectuel et démocratique, vivre dans un tel pays que de dire que je vis dans un pays soi-disant démocratique où tous les jours il y a des emprisonnements, il y a des arrestations et il y a des tueries. Peut-être est-il temps de tirer la sonnette d'alarme et de nous asseoir et d'estimer que sur ce plan précis, ça marchait. Ici, ça a moins marché et là, ça n'a pas marché du tout. Et puis, nous sommes tellement nombreux, nous sommes tellement outillés, qu'on trouvera, chacun donnera sa proposition. En tout cas, chacun d'entre nous pourra donner ce qu'il pense, parce qu'un État n'appartient pas à un seul individu. Fut-il président de la République, fut-il président d'institution, fut-il. Nous sommes tous propriétaires d'un pays, d'un petit bout de ce pays. Donc, il faut peut-être impliquer tout le monde. Il faut impliquer les chefs religieux, les chefs de terre, les chefs de village, pour que chacun dise son mot, pour qu'on puisse reconsidérer les choses. Parce que moi, je suis choquée, je suis révoltée de voir que pour un jeu,
parce que les élections, ça a des enjeux, mais ce n'est qu'un jeu politique. Ça a des enjeux, beaucoup plus qu'un simple jeu, mais disons-le tout net, c'est-à-dire qu'un jeu politique. Et perdre la vie, être mutilé dans un jeu, vous convenez avec moi qu'on ne peut plus l'accepter. En tout cas, il va falloir... On a vu qu'il y a de nombreux foyers de tension. Il a été relevé de nombreux foyers de tension sur le continent africain en 2020. Et il va falloir travailler à les éteindre, ces foyers de tension, pour l'année qui démarre à peine. Mais elle démarre à peine cette année que déjà nous avons une résurgence des actes terroristes au Sahel, notamment au Niger, dans la région des Trois Frontières. Il y a eu également des attaques revendiquées au centre du Mali. On voit bien que la situation, ce combat contre le terrorisme est loin d'être gagné. Une année 2020, et ce sera pour chacun le mot de la fin, qui a été quand même marqué sur le continent africain par des tensions, par de la tristesse et un recul démocratique. Le mot de fin, d'abord de maître Jacques-Brice Momnogui. Oui, j'aimerais un mot de fin, puisqu'on a quand même parlé dès le départ du décès des grands hommes du Mali. Terminer par deux choses. La première, c'est de rappeler que vous voyez, la charte du Mandin et du Kourouga-Fouga, quand on en parle beaucoup, on a l'impression comme ça qu'on veut faire de l'afrocentrisme, comme on dit souvent. Mais si les hommes ont pu s'asseoir en 1223, entre eux, réfléchir, créer une constitution qui a tenu un empire et qui a subsisté, c'est parce que ils ont eu cette vision-là. J'aimerais qu'on termine par cela, par le fait que les Africains sont capables de s'asseoir et à partir de leurs valeurs, à partir de leur tradition, à partir de leur religion, à partir de leur vision à eux, de créer de grandes choses. La première déclaration des droits de l'homme est une déclaration africaine et elle nous vient du Mali. Je crois que c'est le plus beau témoignage qu'on peut avoir du passé, de notre capacité à surmonter tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous et à avoir véritablement des États modernes qui fonctionnent selon des principes universels, mais qui seront d'abord des principes africain. Voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir et je crois que si ce que nous avons pu faire par le passé, nous pouvons aussi le faire aujourd'hui. Il faut simplement que nous retrouvions une vision de juxtaposition et pas une vision d'opposition des uns contre les autres. Nous ne sommes pas les uns comme les autres. Nous devons bâtir ensemble. Comme l'a dit Laurentine, c'est un jeu politique, mais au-delà du jeu, il y a des vies, il y a un État à construire et dont nous devons vraiment nous concentrer désormais avec notamment l'ouverture de l'agenda 2063, la zone de libre-échange africaine continentale, nous ouvre des perspectives pour rappeler que nous sommes des Africains et que nous devons travailler ensemble. Moi, je crois que seule l'unité des fils d'Afrique et des filles d'Afrique nous sauvera et nous amènera aujourd'hui à surmonter ces obstacles. Nos États n'ont que 60 ans officiellement. Je pense que nous avons encore du chemin à faire, mais il est temps aujourd'hui de se questionner véritablement sur ce que nous voulons faire du continent africain et de dépasser ce que nous avons hérité sans le vouloir. Voilà ce que je peux dire. Moustapha Sibi, il faut se dépasser, se battre pour mutualiser les efforts afin de mettre sur pied un continent, un pays avec une multiculturalité et peut-être un modèle démocratique qui serait envié? Oui, je suis d'accord avec Maître. Je suis aussi optimiste. Je ne suis pas de nature à me laisser abattre. Je suis optimiste pour le Mali, pour la CEDEAO, pour l'UEMOA. J'aimerais avoir une pensée aussi pieuse pour le peuple frère de la Guinée-Conakry. On n'en parle pas assez. L'actuel président aussi, depuis qu'il est là, ce n'est pas relevé par les journalistes souvent d'ailleurs, sur le niveau continental d'ailleurs. Chaque manifestation, il y a eu des tués en Guinée. Depuis que Condé est président. Chaque manifestation, il y a eu des tués en Guinée. Ça continue dans les élections, tout comme la Côte d'Ivoire. Au moins, la Côte d'Ivoire, on en parle un peu. C'est plus médiatisé, c'est plus exposé par rapport à la Guinée. Je devrais vraiment dire à nos frères guinéens, nos sœurs guinéennes, que nous sommes avec eux. Et que la CEDEAO, surtout, j'ai formé le vœu que la CEDEAO jouera le rôle vraiment qui est le sien. On en parle, mais ça n'aboutit à rien, ça ne correspond à rien. Leur propre test. Aujourd'hui, en Guinée, on n'en parle pas.
On a eu l'occasion de faire des émissions sur la Guinée pendant la présidentielle. Il a raté l'émission, mais en tout cas, pas une proportion vraiment. On peut faire mieux que ça, je veux dire. Voilà. On peut faire mieux. Le Mali aussi formule le vœu qu'on va laisser la transition mener à bien. Une transition n'a pas vocation à développer un pays. Tout ce que nous espérons, nous souhaitons, nous escomptons, c'est qu'ils puissent parvenir à élaborer un système électoral consensuel qui nous permettra d'affronter les uns et les autres en concourant démocratiquement, de manière transparente, chacun exposant ses programmes, ses projets. Voilà, le peuple choisira. C'est le vœu que je formule, la paix dans la sous-région, la paix en Côte d'Ivoire, Nous comptons sur Ouattara pour rectifier le tir. C'est très mal parti, mais voilà, nous espérons. La paix partout en Afrique, la paix partout en Afrique, c'est aussi votre vœu, Tiambel Guimbayara? Oui, je formule le vœu après m'être incliné pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont partis avec cette année, voir le Covid aussi Covid-19 partir avec cette année avec l'invention du vaccin qui sera vulgarisé et y compris en Afrique. La paix, ce n'est pas seulement un mot, c'est aussi un comportement. Avec une espérance de voir l'Afrique réussir cette transition générationnelle, former des sociétés civiles aguerries pour dicter le chemin à suivre aux intellectuels, à l'intelligentsia africaine. Une Afrique unie et solidaire, Amadou Hampâté-Bâ le disait, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et un vieillard qui ne veut pas aussi lâcher les affaires peut aider à faire une alternance crédible, transparente, pour que les lendemains meilleurs soient avec une nouvelle génération mieux formée, plus appréhendée pour les défis du futur. L'Afrique réussira unie, solidaire, ensemble, ou nous subirons la dictature de l'autre. Et ça, j'ose croire que la nouvelle génération aidera et les anciens aussi, tout le monde ensemble, on nous aidera à relever ce défi. L'espérance d'une vie meilleure, d'une démocratie réussie à l'africaine, avec nos réalités, et l'espérance d'une Afrique qui réussisse enfin à sortir de cette situation, de tous ses fils et filles, de l'intérieur comme de l'extérieur, ensemble pour relever ces défis du millénaire. Merci. À l'image Faustin Archange Touadéra, qui a été réélu en République centrafricaine, le président sortant avec plus de 53% des suffrages. Les résultats ont été officiellement donnés hier, les résultats provisoires du moins, en attendant qu'ils soient confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais sur place, la situation sécuritaire reste volatile. Merci à tous les invités. À Marc Aboflan, journaliste togolais, qui nous a rejoint, même si il est parti un peu plus tôt. Merci à Laurentine Agué-Kofi, panafricaniste et grande défenseuse des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle deviendra peut-être bientôt également députée. Nous lui souhaitons bon vent. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et à Tiambel Guimbayara, qui est journaliste malien, qui se trouve actuellement à Bamako, qui est directeur de publication de La Voix du Mali, à Moustapha Sibi de l'URD, parti de Soumaïla Cissé, à Maître Jacques Brice Momnogui, qui est avocat au barreau de Bordeaux en France, défenseur des libertés fondamentales, panafricaniste. Merci à vous donc d'avoir pris part à cette émission et surtout à nos téléspectateurs d'avoir renouvelé encore ce soir la fidélité au programme de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. On reviendra certainement dans 2 semaines, le temps pour nous de faire la pause. Très bonne suite de programme et portez-vous bien en tout temps.